Merci Bernard, c'est toujours un grand plaisir de t'entendre. Et vous voyez le travail qui a été fait par Bernard, de se plonger dans les innovations de ces dernières années pour en ramener la substantifique moelle. Et effectivement, comme on s'est bien accordé avec Bernard, je vais moins parler d'exemples et plus parler d'impression et d'une vision personnelle. C'est dans cet exercice qui est curieux, qui est un exercice de prospection rétrospective. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir finalement vers où on se dirige en regardant ce qu'on a vu dans le passé. Alors Bernard a piloté pendant 5 ans les tendances à Texflow. Moi, je termine mon cycle de 5 ans avec ma dernière présentation des tendances cette année et que je ferai donc demain après-midi. Et cette intervention est un peu un teasing sur ce que je vais raconter demain. Alors qu'est-ce que j'ai vu comme tendance? J'ai vu plusieurs tendances et finalement je me suis penché sur une de ces tendances. Les tendances que j'ai vues, c'est que beaucoup d'innovations autour du corps pour mesurer le fonctionnement du corps, pour le diagnostiquer, l'utilisation d'innovation digitale pour le surveiller, et puis aussi pour en augmenter les capacités. Et tous les ans, on a énormément d'innovations autour de la santé, mais aussi autour du corps. Un autre sujet qu'on a vu qui a traversé ces années, c'est la réalité, l'exploration de la réalité, la mesure de la réalité, l'analyse ainsi que la prédiction. Et donc ce sont des outils qui sont développés à travers les objets connectés, l'Internet of Things, mais également d'autres types d'innovations afin de nous permettre de mieux appréhender la réalité qui nous entoure. On a vu aussi, et ça a été la thématique favorite de Bernard ici, des réflexions, des innovations autour de la société, veillée et surveillée. Et effectivement, cette ambivalence, on l'a retrouvée chaque année dans les innovations, ces technologies numériques qui servent à nous protéger et en même temps qui servent à nous contrôler. Concernant l'économie, beaucoup d'innovations sur l'économie à travers ces 10 années et on a vu des innovations que pouvaient utiliser les entreprises, dont elles pouvaient se servir, des leviers pour leur permettre de mieux faire leur marketing ou leurs opérations, en même temps que ces innovations technologiques bousculaient les entreprises actuelles. On l'avait vu beaucoup l'année dernière avec des plateformes qui étaient fondées sur les coûts transactionnels et la réduction des coûts transactionnels, donc des modèles alternatifs aux grandes entreprises. Et puis enfin, parmi les innovations qui sont un peu les fils conducteurs, les thématiques qui sont les fils conducteurs à travers ces années, les innovations autour de l'interaction entre l'homme et la machine. Je me rappelle, avec Bernard, on travaillait beaucoup sur l'ergonomie et donc l'adaptation de la machine à l'homme. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus dans des problématiques d'immersion, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de frontières entre le réel et la machine. Dans nos interactions, on est immergé. Et pourtant, j'ai l'impression qu'à travers ces multiples tendances qu'on a vues ces 10 dernières années, il y a un mouvement de fond, et c'est ce mouvement de fond que j'aimerais souligner aujourd'hui. Et ce mouvement de fond, en fait, il ne naît pas avec le digital. Mais le digital accélère ce mouvement de fond, et c'est un thème qui avait été abordé en 2014. Et on voit que le digital s'inscrit dans un mouvement de nos sociétés, qui est le mouvement scientifique. La science a cette spécificité que pour comprendre le réel, pour agir sur la réalité, pour déchiffrer la réalité, on quantifie le monde. Alors ça nous paraît tout à fait évident, ça n'a absolument rien d'évident. C'est un fait culturel, la quantification du monde. Qu'est-ce que ça veut dire, la quantification du monde? C'est que, voilà, on est dans un univers naturel, on sent des choses, on perçoit le monde, et le travail scientifique, ça consiste à transformer le monde que nous percevons, que nous touchons, que nous voyons, que nous entendons, en mesures. Et ces mesures, c'est cette grande mesure en physique, c'est la longueur, c'est la masse, c'est le temps, c'est la température, c'est la quantité de substance, etc., etc. Et à partir de ces quantités, il y a des quantités dérivées, eh bien, on peut traduire le monde en quantité. On peut traduire nos perceptions en quantité. Prenez la vision. J'ai un beau spectacle de cette magnifique salle de l'UNESCO, et je suis heureux que vous soyez ici. Eh bien, cette vision, ce sont des ondes. Et ces ondes, il y a seulement une partie des ondes qu'on peut analyser, et donc on peut, d'un point de vue scientifique, mesurer ce que nous percevons à travers les yeux
par des formules mathématiques, par des ondes, et voilà du reste la formule mathématique des ondes. Pour les ingénieurs parmi vous, les scientifiques parmi vous, ça leur rappellera peut-être des souvenirs. Et effectivement, le propre de la science, c'est de transformer le monde que nous percevons en quantité mesurable. Et c'est là que cette révolution-là, elle est issue de l'Europe. Ce mouvement, il est né en Europe. Et l'un des acteurs principaux de cette révolution, c'est Galilée. Et Galilée, dans le Sagittaire, 1623, a écrit que l'univers est un livre qui ne peut être lu que si on a appris le langage et si on est devenu familier avec les caractères dans lesquels il est écrit. C'est écrit en langage mathématique, et les caractères sont des triangles, des cercles et d'autres figures géométriques sans lesquelles il est humainement impossible de comprendre un seul mot de ce livre. Sans eux, on erre dans un labyrinthe obscur. Et je dois dire que Galilée était très sérieux sur le sujet, c'est-à-dire qu'il pensait que Dieu avait écrit le monde en langage mathématique et que les mathématiques nous permettent d'accéder à la vraie réalité derrière nos apparences. Et c'est fascinant de voir que cet ouvrage a été publié en 1623 parce que 14 ans après, donc le Sagittaire, 14 ans après, René Descartes publie le Discours de la méthode. Alors comme on a traduit du français, je me réfère au texte original parce que la langue du XVIIe siècle est admirable. Voilà ce qu'écrit Descartes. « Sitôt que j'ai eu acquis quelques notions générales touchant la physique, elles m'ont fait voir qu'on en peut trouver une pratique par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. » Et c'est absolument fascinant que 14 ans après que Galilée ait publié son grand ouvrage, qui annonce la révolution scientifique, Descartes en tire la conclusion, disant « cette façon d'appréhender le réel, la quantification du monde, ça nous permettra de devenir les maîtres et les possesseurs de la nature. » Alors cette révolution-là, qui est la révolution scientifique, elle se traduit dans cette formule que je trouve remarquable de Max Planck, un grand physicien du XXe siècle, qui a dit « ce qui est réel est mesurable ». Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce qui est réel et mesurable? Ça veut dire que tout peut être transformé en données, c'est-à-dire que tout le réel peut être transformé en données, puisque des mesures, ce sont des données. Et on voit ici l'importance de la révolution informatique. L'importance de la révolution informatique, c'est que ces données qui sont produites par la science, eh bien, on va pouvoir les traiter, on va pouvoir produire, on va pouvoir traiter les données d'une façon qui ne s'était jamais vue avant, en nous donnant une capacité de traitement qui était jamais vue. Et cette révolution numérique nous a donné cette capacité extraordinaire, et on est aujourd'hui dans une situation qu'on peut appeler l'ubiquité de l'informatique. Qu'est-ce que c'est que l'ubiquité de l'informatique? C'est la réunion de ces trois tendances. La croissance exponentielle des capacités, c'est la fameuse loi de Moore, le doublement tous les 18 mois, etc. C'est aussi l'effondrement des coûts de traitement. Et c'est la miniaturisation. Et dans beaucoup des innovations qu'on a vues, eh bien, on a vu la traduction de ces trois tendances. Je prends ici Michigan Micromod, je crois que c'était l'année dernière. Vous voyez au bout du doigt, cette petite touche là qui est plus petite qu'un moucheron, c'est un ordinateur complet et autonome. Les tatouages électroniques, effectivement, qu'on peut poser sur la peau et avec lesquels on peut interagir. Évidemment, les merveilles qu'on peut faire avec la puissance de calcul d'un smartphone, comme de faire des diagnostics d'ophtalmologues. Rainforest Connection pour protéger les forêts en mettant des smartphones qui vont écouter les bruits de la forêt, qui vont pouvoir alerter si on a des abattages sauvages. The Pilot, qui est une innovation cette année où on met une oreillette et cette oreillette traduit en temps réel ce que vous entendez et vous apporte la traduction en temps réel. Les assistants intelligents comme Amazon, on a une explosion des capacités
de l'informatique, dans les usages qui peuvent être apportés en raison de la conjonction de ces trois éléments. Et puis, à ces capacités d'informatique, on ajoute le levier du réseau, c'est-à-dire la possibilité de mettre en réseau ces sources de production de données et ces capacités de traitement des données. Et effectivement, j'avais souligné que c'est fascinant de voir que la mission de Google depuis l'origine, qu'ils affichent sur leur site web, est le suivant. Mission de Google, c'est d'organiser l'information mondiale pour la rendre universellement accessible et utilisable. Et la mission de Google, c'est de dire, maintenant qu'on produit beaucoup de données, il faut les organiser. Et la conclusion, je crois qu'on peut tirer de cette tendance qu'on voit, eh bien la conclusion qui m'a frappé, c'est qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus d'organiser l'information, mais il s'agit de produire de la donnée sur tout, partout, tout le temps et de toutes les façons possibles. Et c'est ce qui m'a frappé dans les innovations de ces 10 dernières années, c'est que ces innovations, d'une façon ou d'une autre, que ce soit sur le corps, sur la réalité, sur nos comportements, etc., consistaient à produire sans cesse plus de données pour quantifier le monde, datafier, et excusez-moi pour le terme, le monde, c'est-à-dire le modéliser. Pourquoi ? Pour se dire que cette production de données, elle est très riche. Et on le voit, c'est-à-dire que toutes les actualités, les journaux sont en ligne, etc. La connaissance humaine, les livres, les publications sont aujourd'hui numérisées, les arts sont numérisés, on a fait le catalogue des œuvres, des peintures, des sculptures, l'environnement géographique, on a des cartographies en ligne de la géolocalisation, notre environnement physique, notre comportement en ligne, tout est mesuré et enregistré, les relations sociales sont mesurées aussi par le biais de capteurs de différentes façons, le corps humain est scruté et diagnostiqué en temps réel par nos bracelets, de même que notre activité cérébrale, on a eu des innovations invraisemblables sur l'activité cérébrale, la santé est aujourd'hui numérisée, et puis pour les activités de production, la logistique, la production et la distribution, on numérise toutes les étapes. Et on numérise toutes les étapes pour pouvoir agir sur le réel. Et donc, comme l'a dit, alors c'est fascinant, c'est que ce chiffre-là, on l'emploie beaucoup. Thierry App l'a employé. Alors j'ai été à la source. Et effectivement, la source c'est bien IBM qui ont fait une étude. J'ai jamais pu avoir accès à la méthodologie de cette étude, mais enfin, on est prêt à les croire qu'il y a une explosion, il y a un développement exponentiel des données. Alors, cette explosion des données, ça donne la tendance qu'a indiqué, sur laquelle a insisté remarquablement Bernard, c'est que ces données étant disponibles, étant échangeables, étant achetables sur le marché, ça permet de partager, ça permet aussi de protéger, ça permet de surveiller, ça permet de contrôler. C'est la société panoptique. Et moi, j'aimerais insister sur une autre conséquence de ce mouvement. Et cette autre conséquence, c'est que je crois que le mot d'ordre de la révolution digitale, ce n'est pas l'informatique, ce n'est pas Internet. Le mot d'ordre de la révolution digitale, c'est de dire qu'il faut tout transformer en données pour tout traiter par les données, afin de tout transformer par les données. Et je crois que c'est la logique, pour moi c'est la logique qui m'est apparue à travers ces 10 ans de NetExplo et à travers aussi les innovations qu'on a vu apparaître cette année et qui ouvrent sur l'avenir avec l'intelligence artificielle, tout transformer en données pour tout transformer par les données. Alors, on l'a vu dans les entreprises par une étude qu'a fait Jean-Rémy Gratadour pour NetExplo sur la gouvernance des données. On a interrogé des grandes entreprises sur justement les données chez vous, qu'est-ce que vous en faites ? Et donc, qu'est-ce que c'est que ce thème de on va gouverner, on va avoir une politique de données? Et en fait, on s'aperçoit que derrière les discours de vente des consultants, des SS2I, etc., les grandes entreprises, elles bataillent pour arriver à collecter, à organiser les données qu'elles produisent. Les données sont produites par des silos, par différents départements, par différents objets connectés, et il est déjà extrêmement difficile de pouvoir collecter et organiser ces données. Mais ce qu'on constate dans la gouvernance des données, dans la façon dont les entreprises fonctionnent, c'est qu'en raison de cette difficulté, aujourd'hui, et de plus en plus, en raison de la numérisation de nos activités, on produit des masses colossales de données et on en exploite extrêmement peu.
Et l'enjeu pour les entreprises, ça va être de dire, mais comment est-ce qu'on exploite plus? Parce que cette production de données inutilisées, c'est du gâchis. Waste. Et ça devient de plus en plus insupportable pour les entreprises. Et on voit que les entreprises se disent, mais comment est-ce que je peux utiliser ces ressources? Maintenant que je produis des quantités de données considérables, que j'ai des données considérables de données sur mes clients, sur leur comportement, etc., eh bien, ce qu'on voit chez NetExplo, c'est que l'innovation n'est plus dans la collecte des données. Je dirais même, n'est plus dans la production des données. Pourtant, ce qu'on a vu toutes les années précédentes, mais c'est bien, l'enjeu, c'est bien le traitement des données. Maintenant qu'on est dans un monde où on produit sans cesse des données sur tout, comment est-ce qu'on traite ces données et comment est-ce qu'on évite le gâchis des données? Et les innovations qu'on a vues cette année qui portent sur l'intelligence artificielle, un quart des innovations sur l'intelligence artificielle, ce qui est impressionnant, eh bien, répondent à cette problématique. Comment est-ce qu'on traite ces données? Alors, l'intelligence artificielle, c'est une réponse à cet enjeu. L'intelligence artificielle, elle a subi un long hiver. Et entre les années 70 et 90, c'était l'histoire des échecs de l'intelligence artificielle. Les chercheurs s'y sont lancés dans les années 50 et 60 avec enthousiasme, en disant c'est l'affaire de quelques années, et ils ont pris les impasses sur impasses en matière d'intelligence artificielle. Et ces dernières années, ça s'est débloqué. On a assisté à une explosion de l'intelligence artificielle. On le voit aujourd'hui, les moteurs de recherche, l'analyse linguistique, la reconnaissance de la voix, la reconnaissance visuelle, la traduction automatique et une large partie des questions et réponses, c'est rendu possible grâce à l'intelligence artificielle. Mais quand on approfondit un petit peu, parce que l'intelligence artificielle c'est un grand mot alors que c'est des pistes de recherche, quand on approfondit un petit peu, on s'aperçoit que ces succès-là viennent d'une certaine méthodologie, viennent d'une des pistes explorées dans l'intelligence artificielle qu'a évoqué Thierry et qui est le réseau de neurones artificiels. Alors, je vous rassure, ce n'est pas des neurones qui sont dans un liquide et on branche des électrodes dessus, c'est une métaphore. Le neurone artificiel, c'est une fonction mathématique, mais l'idée, c'est qu'on a essayé de voir comment fonctionnait le cerveau, on a essayé de le reproduire. Et si on veut éviter de dire n'importe quoi sur l'intelligence artificielle, j'aimerais votre attention sur ce slide où on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. C'est un usage statistique massif de data, on fait un traitement de données massives de data, et on le fait à travers un apprentissage itératif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la façon dont on construit le programme, on met des inputs, on envoie du contenu qu'on pondère, on démarre avec un algorithme de base, et puis il y a une fonction probabiliste qui dit en fonction de ces inputs, c'est oui ou c'est non, ou c'est ceci et c'est cela. Et donc on traite des données qu'on communique en masse, il y a un traitement ici par ces fonctions, ça donne un résultat, et ce résultat est lui-même traité par un niveau supplémentaire qui donne un résultat, et puis à la fin on a l'ensemble du processus. Alors, pour que je sois plus clair, je vais prendre un exemple. Des outils de diagnostic des mélanomes cancéreux. Donc, le problème des mélanomes, c'est que vous pouvez considérer que c'est un grain de beauté. Un dermatologue expert saura distinguer un grain de beauté d'un mélanome. Ça, c'est un mélanome. Et donc, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on apprend à la machine à identifier des mélanomes sur la base de photos et à les distinguer de grains de beauté. Alors, vous dites, c'est pas simple. Alors, bon, il y a des règles qu'on va mettre dans l'algorithme. Est-ce que c'est irrégulier? Bon, là, ça indique plutôt un mélanome. Est-ce qu'il y a plusieurs couleurs? Ça indique plutôt un mélanome, etc. Mais pour la machine, la difficulté, c'est d'abord de distinguer le mélanome d'une photo satellite d'un oasis dans le désert. Et la machine est incapable de distinguer les deux. Pourquoi? Parce que vous savez ce que c'est qu'un oasis et qu'une photo satellite, la machine, elle ne sait rien. Alors comment est-ce qu'on fait pour que la machine arrive à diagnostiquer un mélanome? Ce qu'on fait, c'est qu'une image, c'est un ensemble de pixels. Et chaque pixel a une valeur, en rouge, en vert, en bleu. Et donc a un chiffre, et une donnée. Et on découpe l'image en petites parties, et ça, à partir de là, on a des données. Et ces données, c'est ces données-là qui sont entrées dans l'algorithme, qui sont entrées dans les fonctions mathématiques. On a pondéré ces données, et puis on reconstruit petit à petit l'image en essayant de distinguer des formes. Et ça, c'est le travail de la machine. On met des inputs, des pixels, et puis il y a un traitement, et ça donne un output.
Alors comment est-ce qu'à la fin, on reconnaît que c'est un chat et pas un camion? C'est que par le traitement, on a nourri l'ordinateur d'images de chat et d'images de camion. Et on a dit à l'ordinateur, ça c'est des images de chat, ça c'est des images de camion. Et sur cette base-là, l'ordinateur traite les données et dit, ça c'est un chat. Alors on dit bravo, tu as bien fonctionné, c'est un chat. Et puis si on lui donne une image de chat et que ça soit un camion, on lui dit non, ça c'est pas un camion, c'est un chat. Et ce que va faire la machine, et c'est l'apprentissage automatique, c'est qu'il va revoir son système de pondération pour aboutir à la bonne réponse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la façon dont l'intelligence artificielle fonctionne, c'est un traitement statistique de données. On donne des inputs, la machine utilise un algorithme de base et on corrige la réponse. Plus il y a de données, plus la machine a la capacité de se corriger. Au début, elle fait beaucoup d'erreurs, et puis quand on passe à 1000, 2000, 5000, 1 million d'informations et on a corrigé, à la fin, elle ne fait plus d'erreurs. Et on fait exactement ça pour le diagnostic médical, c'est du traitement statistique. Et ce qu'il faut souligner ici, c'est que pour nous, le résultat est un résultat intelligent, qui a du sens. On vous dit, attention, votre grain de beauté est cancérigène. Pour la machine, c'est purement un traitement statistique, par apprentissage, parce qu'un être humain lui a dit c'est la bonne réponse, c'est la mauvaise réponse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus il y a de données, meilleurs sont les résultats, et plus intelligent est le programme. Et donc on voit bien ici que l'intelligence artificielle a besoin d'énormément de données pour donner des résultats corrects. Et en même temps, les masses de données ont besoin d'intelligence artificielle pour pouvoir les exploiter. Alors, je me suis permis de passer 2 minutes sur cette explication du mode de fonctionnement des réseaux neuronaux. Pourquoi? Parce que quand on discute de l'intelligence artificielle, on a beaucoup d'innovations, vous verrez demain, cette année, sur l'intelligence artificielle. On a du mal à distinguer deux choses. Quand on pense intelligence artificielle, on pense à l'intelligence artificielle forte. L'intelligence artificielle forte, c'est une intelligence qui simule le mode de fonctionnement du cerveau humain et qui développe une certaine forme de conscience et qui est capable de fixer des objectifs. Ça, c'est l'intelligence artificielle qui nous fait peur parce que c'est l'intelligence artificielle de simili-humains. C'est l'intelligence artificielle des films qui nous alerte. Et puis, il y a une intelligence artificielle faible. Et cette intelligence artificielle faible, ce qu'elle fait, c'est qu'elle traite des tonnes de données pour bien résoudre des problèmes très spécifiques. Reconnaissance visuelle, traitement du langage, machine learning, et d'une façon purement statistique. Le résultat est intelligent, mais c'est purement statistique. Eh bien, on confond ces deux types d'intelligence artificielle et à partir de là, on se trompe dans le diagnostic et dans les recommandations qu'on peut faire. Je vais vous montrer cette illustration qui est une de mes innovations préférées de cette année. Donc, en avant-première, je vous montre cet outil intelligent qui n'a rien à voir avec celui d'Echo. Ça vient de nos amis japonais. Donc vous voyez, vous rentrez chez vous, vous êtes accueilli par ce petit personnage à forme humaine qui vous souhaite le bonjour, bon, évidemment, et qui vous réveille le matin en disant « Réveille-toi, il faut aller travailler, ah, je sais que c'est difficile. » Ah oui, c'est dur, mais ce petit personnage l'encourage et il dit « Mais il fait beau dehors, regarde. » Et on dialogue. Et ce qui est fascinant, c'est que tout a été fait pour se projeter dans cette interaction. Pour voir que cet exemple d'intelligence artificielle, elle est quasi-humaine. Je suis sûr que si vous mettez ça chez vous, en 3 semaines, c'est votre meilleur ami. Voilà. Mais ça, on dit, bah voilà, c'est ça qui est terrifiant, parce qu'on a un personnage qui est un personnage humain produit par la machine. Pourtant, ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle forte. Ce à quoi on assiste, c'est que l'intelligence artificielle faible fait des progrès considérables et ils sont très très bons à mimer l'intelligence. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai montré, c'est du traitement statistique.
On analyse le son de la voix, on décode les messages et on a des logiciels qui permettent de dire voilà les bonnes réponses pour susciter des stimuli chez la personne. On a réussi à mimer une personne intelligente, ce n'est que du traitement statistique. Et donc l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas l'intelligence artificielle forte, elle n'existe pas. Je ne sais pas si elle existera un jour, parce qu'il y a des problèmes philosophiques considérables. L'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire d'une intelligence consciente d'elle-même, n'existe pas. Ce qu'on a, c'est des logiciels qui arrivent à traiter des sujets complexes, et parfois mieux que les hommes, et c'est ça l'enjeu. Et l'enjeu est considérable. Et nous ne trompons pas d'enjeu. Alors cet enjeu-là, on le voit dans cette innovation que je vais vous montrer demain, qui est une innovation indienne, sauf erreur de ma part, qui est un système de diagnostic par l'analyse d'images, de scanners, de rayons X, etc. C'est le rôle d'un radiologue. Et les radiologues, ils ont fait 15 ans d'études pour le faire. Mais sauf que comme il s'agit d'analyser des images, il suffit d'avoir des centaines de milliers d'images à traiter en disant la réponse est bonne, la réponse n'est pas bonne. La machine arrivera à le faire avec moins d'erreurs que l'homme. Parce qu'à la fin, elle est devenue tellement bonne qu'elle ne fait plus d'erreurs. Pourquoi? Parce qu'elle a été nourrie de masse de données. Autre exemple d'application, c'est qu'aujourd'hui, vous savez que pour 1 000 $, vous pouvez faire un test génétique. Et on va chercher dans votre séquence ADN des séquences qui peuvent être problématiques en termes de risque pour vous. Par exemple, la probabilité d'avoir un cancer du sein. Demain, mais quand je dis demain, c'est d'ici 2 ans. On va pouvoir séquencer l'ensemble de votre ADN, et je pense pour le même prix, 2,3 milliards de nucléotides. C'est des masses de données qui sont colossales. Est-ce qu'un médecin peut traiter ces masses de données? La réponse est non. Seule la machine peut le faire. Sauf que cette machine, elle apprendra et elle saura comment bien analyser ces données. Et ça permettra quoi? Ça permettra la médecine personnalisée, c'est-à-dire qu'en fonction de vos inclinaisons génétiques, vous bénéficierez de certains traitements plutôt que d'autres, parce qu'on sait que certains seront plus efficaces que d'autres. Alors vous allez me dire, c'est terrifiant, on n'a plus besoin de radiologues, on n'a plus besoin de médecins, et donc même avec l'intelligence artificielle faible, les experts peuvent être remplacés. Et peut-être qu'effectivement, on se saisira comme Bernard en disant « réfléchissons ». Et en même temps, moi je vous dis, excusez-moi d'employer le terme en même temps, et en même temps, je vous dis, mais qui allez-vous croire? Quand vous avez un problème de santé, est-ce que vous irez voir ce médecin, qui est Dr Bernstein, c'est une photo tout à fait juste, qui est le médecin de Trump. Ça, c'est le médecin personnel du président américain, Dr Bernstein. Et c'est pas un fake, c'est la vraie photo du vrai médecin de Donald Trump. Est-ce que vous allez faire confiance à ce personnage ou est-ce que vous allez faire confiance à un supercomputer qui se sera tellement amélioré de façon itérative que les erreurs de diagnostic seront de 0? J'ai pas la réponse là. Alors, il y a une note d'espoir, et je vais conclure, il y a une note d'espoir, et là encore, il faut se référer aux gens qui ont pensé. Vous voyez, Lick Leader, ça a été un des pionniers de l'informatique, et il a écrit un article tout à fait remarquable en 1962, où il a essayé d'imaginer les conséquences de l'évolution des capacités technologiques, et je vous lis cet extrait. Voilà ce qui va se passer. Dans cette symbiose homme-ordinateur, les hommes vont déterminer les objectifs, formuler des hypothèses, indiquer les critères, faire les évaluations. Et les machines, ce qu'elles vont faire, c'est le travail routinier qui doit être fait pour préparer les idées et les décisions dans une démarche de réflexion. Aujourd'hui, dit-il, nous pensons que l'homme et l'ordinateur se complètent l'un l'autre et que le pouvoir intellectuel de cette symbiose homme-machine sera de loin supérieur à chacun pris séparément. Et c'est l'hypothèse ici que Thierry App avait introduite de la symbiose homme-machine en disant il ne faut pas penser au remplacement, il faut plutôt penser au complément. Mais c'est toujours bien de se référer à la source, ce que j'aime faire. Donc j'ai été à la source, j'ai lu en détail l'article qui est absolument remarquable, créé en 62. Et dans cet article, en fait, il définit 10 fonctions, 10 rôles, en essayant de déterminer qu'est-ce qui relève de l'homme et qu'est-ce qui relève de la machine. Et il dit, grosso modo, il y a 6 points qui sont le propre de l'homme, que la machine ne pourra jamais faire.
Il y a 2 points où là chacun a des atouts à mettre en avant. Il y a 2 points dans les fonctions de réflexion, d'intelligence, où la machine peut être supérieure. Sauf qu'en relisant ces 10 points 50 ans après, on s'aperçoit que la machine est passée de 2 points de supériorité à 4, hein, qu'il y a 2 points qui sont mixtes et il ne reste plus que 2 points de suprématie humaine. Pourquoi? Parce que les capacités, les ingénieurs travaillent et les chercheurs travaillent, et les capacités de traitement des machines se sont développées de façon extraordinaire. Et donc le domaine propre de l'homme s'est réduit considérablement dans cet espace de 50 ans. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire en conclusion, ce que j'ai essayé de souligner, c'est que on est aujourd'hui dans l'extension de ce grand mouvement de quantification du monde. On produit des données surtout, tout le temps, partout et par tous les moyens. Et pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que le propre de la révolution numérique, tout transformer en données, pour tout traiter par les données, afin de tout transformer par les données. Mais l'intelligence artificielle, là-dedans, arrive naturellement dans ce processus. Pourquoi? Parce que ces masses de données, il faut avoir les outils pour les exploiter et pour les traiter. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir si les êtres humains, avec le développement de l'intelligence artificielle, seront toujours le point de référence, les maîtres et les possesseurs de la nature, du monde, dans un monde qui est orienté par les données. La question, c'est de savoir si cette évolution de l'intelligence artificielle, d'une intelligence artificielle faible, quel va être l'enjeu pour les êtres humains? Et l'élément de réponse, c'est plus une question, ou 3 petits points, consistant à dire, effectivement, notre expérience des 10 dernières années nous montre clairement que la technologie rend possible des usages, mais ne détermine pas les usages. Alors certains ici, qui sont peut-être optimistes, disent ce qui détermine les usages, c'est qu'on se réunit de façon démocratique autour d'une table et on dit on va arrêter de faire ça, on va plutôt faire ça. Mon sentiment est que c'est plutôt les facteurs à la fois sociologiques et économiques qui détermineront l'avenir et les limites acceptables. Et donc, ce que je vais montrer demain après-midi dans les 3 tendances, c'est la suite de ce propos. Il y a une première tendance qui est très forte, qu'on a appelée Human Focus. C'est un progrès technologique qui permet aux individus et aux communautés de se développer sous contrôle. Une deuxième tendance, la nature rendue humaine, qui est la quantification de la nature. Et qu'est-ce que ça veut dire de quantifier la nature? Ça veut dire qu'on peut mieux la protéger, mais aussi qu'on la corrige. On élimine le hasard dans l'évolution biologique, et on la soumet à la volonté de l'homme, mais pour le bien. Et puis, cette évolution vers le post-humain, de machines qui interagissent avec nous, qui nous augmentent, qui nous remplacent, et qui peut-être, c'est l'enjeu, seront la mesure de toute chose, une sorte d'humanisme 2.0. Merci de votre attention.